Je me sens autant argentine, israélienne et française que juive, femme et musicienne. Alors penser que des pans entiers de l'histoire de la musique classique, depuis les origines, auraient pu être occultés parce que leurs auteurs sont des femmes. Cela dépasse mon entendement. Et pourtant, les cas de Charlotte, à la fois réels et inexistantes, tangibles et évanouies, me la poussent à l'oreille. Combien sont-elles, comme elles, à attendre dans les greniers de l'histoire qu'un bon génie les réveille? Diriger un orchestre, faire naître la musique était déjà vital pour moi. Voilà que soudain, j'ai l'impression d'avoir reçu une autre mission. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de À l'affiche. On s'intéresse aujourd'hui à un continent méconnu, celui de la musique oubliée, celui des femmes compositrices dont les partitions dorment dans les oubliettes de l'histoire. Merci infiniment Déborah Waldman pour cette lecture. Bienvenue dans À l'affiche. Merci à vous. Vous êtes l'une des rares femmes chefs d'orchestre en France. C'est la première à être nommée à la tête d'un orchestre national, celui d'Avignon-Provence. C'était en septembre 2020. Qu'est-ce que cette nomination a représenté pour vous ? Un grand pas pour l'humanité, un peu, pour être toute humble. C'était vraiment pour ouvrir les portes pour les nouvelles générations. J'ai tellement galéré, entre guillemets, juste pour avoir une place. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible avant. Donc, c'était normal que je galère. Et finalement, dans l'histoire, il y a eu donc un événement, disons, un peu surnaturel pour que maintenant, ça devienne naturel. Quel événement surnaturel ? Le fait que j'étais nommée. Ah, ça, c'était l'événement surnaturel. Très bien. On va partir de loin alors, dans ce milieu-là. On va en parler dans cette émission. En tout cas, on vient de vous entendre lire un extrait de votre ouvrage, La Symphonie oubliée, publié chez Robert Laffont, que vous signez avec la journaliste Pauline Sommelet. Cette partition, vous êtes venue avec. Elle est signée C.H. Sohi pour Charlotte Sohi, qui était cette compositrice du début du XXe siècle. Comment ce document est-il arrivé jusqu'à vous ? Tout a commencé en 2013, où j'ai été invitée par Claire Baudin à un festival qui s'appelle Présence féminine, où il n'y avait que des femmes compositrices dans les programmes. À l'époque, j'ai trouvé que c'était une idée extrêmement ridicule, puisque je ne connaissais aucune, ni leur musique. Mais en découvrant et en travaillant leur partition, j'ai vu qu'en fait, leur musique était de grande qualité. Une pièce de Charlotte Sohi était dans les programmes et son petit-fils était dans la salle. À ce moment, il m'a dit, vous savez, si vous aimez la musique de ma grand-mère, et j'en ai beaucoup. Et petit à petit, il m'a envoyé des partitions et un jour, cette symphonie, donc la symphonie Grande Guerre, est arrivée dans la boîte aux lettres et j'ai le parcours, je lui dis, c'est très belle qualité, c'est une très belle musique, je voudrais la jouer. À ce moment-là, il m'a dit, si vous la jouez, ça serait une première, une création. Voilà, et elle va être jouée, cette symphonie Grande Guerre de Charlotte Sohi, le 1er juillet à l'Auditorium à Radio France. Vous dirigerez l'Orchestre national de France. On en écoute un mouvement fou. Alors en quoi elle a toute sa place au sein du répertoire de la grande musique classique ? Dans le répertoire français, ça vient vraiment des franques, donc tous les symphonismes français à 3 mouvements avec des formes cycliques en passant par dandy et ducat. Et donc, je fais vraiment une ligne directe entre Franck et Charlotte, puisque c'est la même structure, donc une symphonie avec un motif qui revient. 3 mouvements, c'est pas très courant pour les symphonies, mais oui, dans la symphonie française apparemment. Et le fait que les motifs reviennent dans chaque mouvement, comme une espèce de rappel. Et c'est exactement la structure de la symphonie de Franck. Pour moi, c'est une héritière directe. Alors on va écouter justement la directrice artistique de l'association Présence Compositrice qui contribue à faire redécouvrir ce patrimoine non sans difficulté. Claire Baudin, que vous connaissez, explique sa démarche. Quand j'ai commencé à travailler sur les compositrices en 2006 exactement, puis en 2011 avec la création du festival, personne ne les jouait en fait, personne ne les connaissait. Dans le secteur de la musique classique, elles étaient vraiment complètement sous-estimées. Par défaut, leurs œuvres étaient considérées comme de médiocre qualité et elles étaient considérées comme inexistantes ou très peu nombreuses.
Ce qui est plus compliqué, c'est le symphonique parce que, évidemment, le symphonique, ça veut dire qu'il faut trouver les partitions. Et il faut faire la démarche qu'a faite Déborah, c'est-à-dire aller identifier une partition qui est de qualité, en réaliser une édition, la corriger, etc., la mettre entre les mains d'un chef ou d'une chef et des musiciens et musiciennes. Et tout ça, c'est long. Voilà, qu'est-ce qui a empêché ces femmes compositrices d'être connues, de passer à la postérité avec leur œuvre ? Alors, à l'époque, elles étaient connues. Elles étaient même partie prenante de toute la vie musicale de l'époque. Charlotte, en effet, dans les salons parisiens, elle était vraiment invitée. Et puis, elle côtoyait donc Fauré, Roussel, toute la grande élite musicale de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, une fois qu'on a écrit l'histoire, c'est là qu'ils ont disparu. Et c'est ça la grande question. Pourquoi ? Et peut-être il faudra réécrire en leur donnant leur juste place. Qui a écrit l'histoire alors ? Les musicologues. Des hommes. En général. Alors, vous avez grandi dans plusieurs pays, le Brésil, Israël, l'Argentine, la France, vous avez étudié et grandi dans tous ces pays. Est-ce spécifique à la France d'avoir passé sous silence ces compositrices ou c'est un mouvement plutôt mondial ? C'est mondial. Ça s'est traduit aussi dans la nomination des femmes et dans tous les postes de pouvoir et un peu l'évolution de la société. Mais même ayant vécu dans tous ces pays, je n'ai jamais entendu parler des compositrices. Ayant fait les grandes institutions internationales de musique. Et dans le livre, vous faites aussi ce constat. Dans le monde, seuls 4% des chefs d'orchestre sont des femmes, alors qu'elles représentent 50% des effectifs durant les études. Les études qui sont très difficiles au conservatoire. Pourquoi est-ce que pour une femme, l'accès à ces postes est plus long et visiblement plus restreint, plus difficile que pour un homme ? Peut-être à cause de toute cette histoire. Moi, quand j'étais assistante donc, de Kurt Masur, il m'a dit un jour, mais attention, vous êtes une femme. Et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. En fait, je me suis dit, mais si je suis aussi talentueuse que mes collègues hommes, je pourrais réussir comme eux. Et j'ai vu juste que, comme tout le monde m'a prévenu, les politiques, les littéraires, attention, ça sera la même chose, mais plus longue. Donc moi, ça me prend 4 ans, ce qu'un collègue a fait en 2 ans, un peu pour schématiser. Et finalement, comme tout est en train vraiment de changer, je pense que ça va aller très vite. Peut-être dans 20 ans, on pourra ne plus en parler. Est-ce que justement, il y a des mesures récentes qui sont mises en place pour encourager les femmes à se lancer dans cette vie professionnelle de chef d'orchestre ? Déjà qu'on soit visible, qu'il y ait des places pour les femmes d'un très plus haut niveau. Et ça veut dire qu'il y a plus de modèles que nous, entre guillemets, on n'avait pas. Donc, ça peut inciter plus. Et puis, le fait de ne pas dire que c'est, entre guillemets, autre chose, c'est que peut-être ça enrichit. Et le plus important, finalement, c'est le résultat artistique et pas le fait que c'est une femme ou un homme. Ce n'est pas du sport, c'est de l'art. C'est quand même autre chose, je trouve. C'est de l'art de l'émotion et vous avez pris les devants en quelque sorte, parce qu'il y a 8 ans, vous avez créé votre propre orchestre, Ido Ménéo. On va voir à l'écran l'ensemble en train de jouer la 40e symphonie de Mozart. C'est un orchestre composé de jeunes instrumentistes et votre idée, c'était de mêler un répertoire ancien à des instruments modernes, c'est ça ? Oui, c'était d'avoir des musiciens qui ont l'habitude de jouer aussi sur instruments d'époque. Ça veut dire qu'ils ont cette conscience de la production du son. Et ça veut dire que quand ils arrivent sur un instrument moderne, qui est quand même pour moi mon son, ils jouent différemment. C'était ce maillage entre les deux. Et votre première direction d'orchestre, c'était à 17 ans, avec un sacré modèle, puisque votre mère était également chef d'orchestre. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à la petite fille que vous étiez, quand vous rêviez d'exercer ce métier à la baguette ? Je donnerais un conseil, ce n'est pas douter. Parce que si les choses elles arriveront en bon moment. Et moi, ça a pris beaucoup de temps, mais au fait, parce que c'était impossible finalement. Et aujourd'hui, les choses sont possibles, donc n'aie pas douter, juste foncer. Oser. Oser. Alors, votre coup de cœur, Déborah Wallman, courir au ballet Roméo et Juliette, jouer à l'Opéra Bastille, à la chorégraphie Nureyev. Pourquoi ce grand classique ? C'est un coup de cœur que j'ai vu plusieurs fois aussi en live, et parce que je trouve que c'est une histoire qui traverse toutes les époques, les cultures. C'est universel, et puis ça exprime aussi tous les arts, ballet, musique. Donc, c'est une chose que je voudrais partager avec tout le monde.
Et c'est toujours un moment magnifique d'aller voir un ballet à l'Opéra de Paris. Merci infiniment. Bon vent à vous. Et merci donc d'être cette pionnière dans l'univers de la musique classique. Je pense que vous inspirerez beaucoup de jeunes femmes. On se quitte donc avec la troupe des danseurs de l'Opéra de Paris. Roméo et Juliette.